Un milliardaire trouve des jumelles affamées à la gare la veille du Nouvel An, ce qu'il fait est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil du salon affichait 17 h lorsque Calder Blake réalisa qu'il allait passer une autre veille du Nouvel An seul. Ce n'était pas quelque chose qui le dérangeait, ou du moins, c'est ce qu'il se répétait en ajustant sa montre en or, un cadeau de Noël qu'il s'était offert. Après tout, la solitude et Calder Blake étaient de vieilles connaissances. La demeure de Greenwich, dans le Connecticut, était impeccable comme toujours. Les sols en marbre reflétaient la lumière douce qui filtrait à travers les baies vitrées. La décoration minimaliste, choisie par un designer d'intérieur primé, créait une atmosphère que les magazines d'architecture adoreraient photographier. Tout ici coûtait une fortune, des pièces d'art contemporain aux poignées de porte importées. Rien ne manquait dans cette maison, sauf la vie. Ivy aimerait ses chocolats belges, pensa-t-il en rangeant une boîte dorée dans le garde-manger. Sa fille de 5 ans avait un faible pour les sucreries qu'il ne satisfaisait que rarement quand elle vivait encore ici. 6 mois après la séparation, il se demanda si Amanda, son ex-femme, maintenait toujours les mêmes règles strictes concernant le sucre. Probablement pas. Son nouveau mari, un chef cuisinier de Boston, semblait beaucoup plus détendu sur tous les sujets. Calder se servit un whisky de 30 ans d'âge, le sirota lentement et observa le jardin à travers la fenêtre. Le ciel gris promettait de la neige pour plus tard. Une typique soirée du 31 décembre dans le nord-est américain, froide, mélancolique et silencieuse, exactement ce qu'était devenu sa vie. Les appels vidéo avec Ivy étaient devenus moins fréquents ces dernières semaines. La fillette était excitée par sa nouvelle école, ses nouveaux amis et surtout son beau-père, qui lui faisait des crêpes en forme d'animaux pour le petit déjeuner. Comment pouvait-il rivaliser avec ça? Il avait à peine réussi à faire fonctionner le grille-pain sans brûler le pain. Son téléphone vibra. Un message de son assistante personnelle lui rappelait l'invitation à une fête du Nouvel An chez un partenaire. Élégante, exclusive, pleine de personnes importantes, et absolument la dernière chose qu'il voulait faire ce soir-là. Calder répondit par un simple « Je ne pourrai pas être présent » et éteignit l'appareil. Il n'avait pas besoin d'excuses élaborées. Quand on a des milliards en banque, les gens acceptent un refus sans trop de questions. Le son de ses pas résonnait dans les pièces vides alors qu'il marchait sans but dans la maison. Il s'arrêta devant la chambre d'Ivy, intacte depuis son départ, les jouets rangés sur les étagères, le lit fait avec la couverture licorne, les livres d'enfants alignés, tout conservé comme un petit musée de souvenirs. Il ferma la porte, incapable de rester là longtemps. Les murs de la demeure semblaient se refermer sur lui, l'étouffant sous le poids du silence. Il avait besoin de sortir. Une promenade, décida-t-il, juste pour s'éclaircir les idées. Il enfila son manteau le plus discret, toujours visiblement cher pour tout observateur averti, et des bottes adaptées au froid, puis sortit dans l'air glacial de l'après-midi. La neige commençait à tomber en flocons légers, dansant dans l'air avant de toucher le sol. Calder n'était pas un homme de promenade sans but. Toute sa vie avait été construite sur des objectifs clairs, des stratégies calculées et des retours mesurables. Même son exercice quotidien était chronométré et surveillé par des appareils de pointe. Mais aujourd'hui, il marchait sans direction, laissant ses pieds l'éloigner de la demeure vide. Les rues du quartier aisé étaient désertes. Tout le monde se préparait à des fêtes élaborées ou à des voyages de dernière minute vers des destinations exotiques. À travers les fenêtres illuminées, il apercevait des familles réunies, des enfants qui couraient, des tables dressées, des fragments de vie qui semblaient appartenir à un univers complètement différent du sien. Sans s'en rendre compte, Calder s'éloigna du quartier résidentiel exclusif et atteignit une partie plus animée de la ville. Des magasins encore ouverts, des gens pressés avec leurs sacs de courses de dernière minute, une musique de Noël qui traînait dans les haut-parleurs. La vie normale continuait, indifférente au vide qu'il portait. La gare n'était pas sur son chemin habituel. Mais quelque chose l'attira là-bas. Peut-être l'idée fugitive d'acheter un billet pour n'importe où, d'échapper pour une nuit à qui il était. Une fantaisie enfantine pour un homme qui ne pouvait pas se permettre de disparaître. Trop de gens, d'emplois et d'investissements dépendaient de ses décisions quotidiennes. L'intérieur de la gare était plus chaud, mais presque aussi vide que les rues. Quelques voyageurs solitaires attendaient, jetant constamment un œil à leur montre. Les employés bâillaient, comptant les heures jusqu'à la fin de leur service. Et puis, sur un banc isolé, il les vit. 2 petites filles, identiques, assises côte à côte comme des poupées oubliées, des cheveux blonds en bataille, des visages pâles parsemés de taches de rousseur, des manteaux trop fins pour le froid. Elles semblaient avoir l'âge d'Ivy, 5,
peut-être 6 ans. De grands yeux verts qui contenaient un sérieux inapproprié pour de si jeunes enfants. Calder s'arrêta, incertain. Il regarda autour de lui, cherchant tout adulte qui aurait pu être avec elle. Personne. Les filles se parlaient à voix basse, se frottant occasionnellement les mains pour se réchauffer. « Êtes-vous seul » demanda-t-il en s'approchant prudemment. Les deux sursautèrent comme des animaux sauvages prêts à fuir. Celle qui était plus proche de lui, un ruban rouge délavé dans les cheveux la distinguant de sa sœur, répondit d'une petite voix, « Nous attendons. »« Vous attendez qui » insista Calder, gardant une distance respectable. Les filles échangèrent de rapides regards, une communication silencieuse que seules les jumelles semblaient maîtriser. « Nous attendons, c'est tout » répondit la même fille. Quelque chose chez ses enfants déclencha une alarme chez Calder. La façon dont elles se serraient sur le banc, leurs regards méfiants, leurs vêtements inadéquats pour le temps. Des années à négocier avec des gens essayant de cacher leurs véritables intentions l'avaient rendu bon pour détecter les mensonges. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » Un autre échange de regards. Cette fois, la deuxième fille répondit, « Depuis hier. » Calder sentit une oppression dans sa poitrine. Des enfants seuls, la veille du Nouvel An, alors que la température continuerait de baisser pendant la nuit. « Avez-vous mangé aujourd'hui » Toutes deux secouèrent la tête. « Non. Nous n'avons pas mangé depuis 2 jours, confessa celle au ruban rouge, comme si elle avait renoncé à garder des secrets. 2 jours. Calder regarda à nouveau autour de lui, cherchant des caméras de sécurité, des employés de la gare, quiconque aurait pu observer la situation. La gare était pratiquement déserte en cet après-midi de fête. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en s'asseyant sur le banc en face d'elle. « Je m'appelle Nelly » dit celle au ruban. « Elle, c'est Ruby. » Ruby hocha timidement la tête, étudiant Calder avec des yeux fatigués. « Je m'appelle Calder. Avez-vous un endroit où aller » Les deux se regardèrent à nouveau. Ce fut Ruby qui répondit, cette fois, sa voix encore plus douce que celle de sa sœur, « Nous allons juste rester ici. » L'idée de 2 petites filles passant le Nouvel An seules, affamées dans une gare, remua quelque chose à l'intérieur de Calder. Une émotion qu'il ne pouvait nommer. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Indignation, inquiétude, responsabilité. « Voulez-vous passer le Nouvel An chez quelqu'un » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. « Chez moi. Je veux dire, il y a de la nourriture, de la chaleur, vous pouvez prendre un bain chaud, manger et vous reposer. » Nelly serra la main de sa sœur, ses yeux s'écarquillant avec un mélange d'espoir et de suspicion. « On ne vous connaît pas » dit-elle avec une sagesse qui dépassait son âge. Calder hocha la tête, respectant leur prudence. « Je peux appeler la police ou les services sociaux si vous préférez, mais c'est le soir du Nouvel An, et cela pourrait prendre un certain temps avant que quelqu'un n'arrive. En attendant, vous auriez toujours faim et froid. » Les filles chuchotèrent entre elles pendant quelques instants. Finalement, Nelly le regarda. « Vous avez vraiment de la nourriture chez vous » ? « Beaucoup de nourriture, leur assura-t-il. On peut faire tout ce que vous voulez. » Un autre moment de délibération silencieuse entre les sœurs. Finalement, Ruby hocha la tête, et Nelly annonça, « On va venir, comme ça, si c'est bizarre, on saura courir vite. » La menace enfantine, si sérieuse venant de ses petites lèvres, fit presque sourire Calder, mais il garda une expression neutre, respectant la gravité de la situation pour elle. Marché conclu. Le retour à la maison fut silencieux. Les filles marchaient côte à côte, gardant une distance de sécurité par rapport à Calder. Nelly montrait occasionnellement quelque chose dans la rue, une décoration de Noël particulièrement lumineuse, un chien marchant avec son propriétaire, et Ruby répondait par des hochements de tête ou des chuchotements. La neige tombait plus fort maintenant, et Calder remarqua à quel point les filles frissonnaient dans leurs minces manteaux. Lorsque le manoir apparut au loin, imposant dans son isolement, les jumelles s'arrêtèrent un instant. « Vous vivez là » demanda Nelly, la surprise évidente dans sa voix. « Oui, ça ressemble à un château » commenta Ruby, lui parlant directement pour la première fois sans y être invité. « C'est trop grand pour une seule personne » admit Calder. La maison qui lui avait toujours semblé un symbole de succès, vue maintenant à travers les yeux de ses enfants, paraissait absurdement disproportionnée, un monument à la solitude. Ils entrèrent par la porte principale et Calder regarda les filles absorber l'environnement avec de grands yeux. Leurs chaussures usées hésitaient sur le tapis perçant comme si elles avaient peur de le salir. « Vous pouvez entrer » les encouragea-t-il. « Oh, d'abord, allons chercher quelque chose à manger. » Dans la cuisine spacieuse et immaculée,
Calder réalisa qu'il ne savait pas exactement ce que les enfants de leur âge mangeaient. Quand Ivy était à la maison, la gouvernante s'occupait de ses repas, suivant un menu conçu par une nutritionniste pédiatrique. « Qu'est-ce que vous aimeriez manger ?» demanda-t-il, ouvrant le réfrigérateur bien garni. Nelly et Ruby se regardèrent, apparemment aussi perdus que lui avec tant d'options. « N'importe quoi, répondit finalement Nelly. Calder commença à sortir des articles du réfrigérateur et du garde-manger. Des pâtes, des sauces, des fruits, des jus, du pain, des tartes. Un festin improvisé commença à prendre forme sur le comptoir en marbre. « Vous aimez le chocolat chaud ?» demanda-t-il, se souvenant combien Ivy adorait cette boisson les jours froids. Leurs yeux s'illuminèrent en réponse, et Calder ressentit une satisfaction inattendue. Pendant qu'il préparait le chocolat, il observa les filles s'approcher timidement de la nourriture comme si elles n'arrivaient toujours pas à croire qu'elles pouvaient la toucher. « Servez-vous, dit-il. Mais peut-être aimeriez-vous prendre un bain chaud d'abord. J'ai des vêtements qui pourraient vous aller. » Nelly regarda ses propres vêtements sales puis sa sœur, qui hocha légèrement la tête. « Un bain serait agréable, ami. » Calder les conduisit à l'une des chambres d'amis, alluma le chauffage et prépara la salle de bain. Il trouva de vieux vêtements d'Ivy qui, bien qu'encore un peu grands pour les jumelles, seraient mieux que ce qu'elles portaient. « Je vous laisse faire, » dit-il, posant des serviettes moelleuses sur le lit. « Je serai dans la cuisine pour finir le dîner. » De retour dans la cuisine, Calder se retrouva à travailler avec un but qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Il dressa la table de la salle à manger, alluma quelques bougies et mit de la musique douce via le système audio. Ce n'était pas une célébration élaborée, mais cela semblait plus accueillant que le dîner solitaire qu'il avait prévu. Une demi-heure plus tard, les filles apparurent à l'entrée de la cuisine, transformées. Leurs cheveux blonds, maintenant propres, brillaient comme de l'or sous la lumière. Les vêtements d'Ivy, des t-shirts doux et des pantalons de survêtement, enveloppaient leur petit corps de confort. Leur visage, bien que toujours pâle, avait retrouvé un peu de couleur. « Asseyez-vous », les invita-t-il, désignant la table dressée. « Le dîner est prêt. » Les jumelles s'installèrent, regardant avec fascination les assiettes devant elles. Calder servit des pâtes, des salades, du pain, et finalement le chocolat chaud dans de grandes tasses. Il les regarda avec une étrange satisfaction manger, d'abord avec prudence, puis avec un plaisir évident. Ce fut pendant le dessert, de généreuses tranches de tarte aux pommes avec de la glace, que Nelly le regarda avec une curiosité renouvelée. « Vous avez une fille ?» demanda-t-elle, désignant les vêtements qu'elle portait. La question frappa Calder comme un doux coup au ventre. Tant d'émotions contenues dans cette simple question. « Oui », répondit-il après un instant. « Mais elle vit avec sa mère dans une autre ville. » Nelly hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement les complexités de la vie adulte. « Elle a notre âge ?»« Oui, 5 ans, confirma Calder. Elle s'appelle Ivy. »« Ivy est un joli nom, » commenta Ruby, le surprenant à nouveau en parlant spontanément. « Merci, » sourit Calder. « Nelly et Ruby sont de jolis noms aussi. » Un silence confortable s'installa à table alors qu'ils finissaient le dessert. Calder observa les filles, sentant quelque chose d'étrange grandir en lui, quelque chose de chaud et de troublant. Il y avait des gens à sa table, des voix dans sa maison. Il ne se sentait plus comme un fantôme errant dans des pièces vides. Plus tard, après avoir installé les filles dans la chambre d'amis, Calder se tenait dans le couloir sombre. La maison n'était plus vide. Il y avait des bruits de respiration douce provenant de la chambre, de petits corps chauds sous les couvertures, des verres d'eau sur les tables de chevet. C'était la première nuit depuis longtemps que Calder ne se sentait pas invisible dans sa propre maison. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, couvrant le monde de sa couverture blanche, quelque chose en lui, longtemps endormi, commença lentement à s'éveiller. Le lendemain du jour de l'an. Le matin du jour de l'an, Calder se réveilla plus tôt que d'habitude. Pendant un instant, il resta allongé, écoutant les sons de la maison. Au lieu du silence habituel, il entendit des chuchotements et des rires venant du couloir. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir des filles, des jumelles, Nelly et Ruby. Il se leva, enfila une robe de chambre et ouvrit la porte de sa chambre. Dans le couloir, les deux petites silhouettes se figèrent en le voyant, comme si elles avaient été surprises en train de faire quelque chose de mal. Elles exploraient les photographies encadrées sur le mur. « Bonjour », dit Calder, essayant de paraître décontracté, comme si se réveiller et trouver deux enfants dans sa maison était la chose la plus normale du monde. « Bonjour », répondirent-elles à l'unisson, leurs cheveux blonds encore en bataille à cause du sommeil. « Avez-vous bien dormi »
demanda-t-il, réalisant qu'il ne savait pas vraiment comment parler aux enfants au réveil. Nelly hocha la tête, tandis que Ruby se contenta d'observer avec ses yeux attentifs. Elle portait toujours les vêtements d'Ivy de la veille, qui semblaient maintenant froissés. « On devrait vous acheter des vêtements aujourd'hui, » dit Calder, plus à lui-même qu'à elle. Dans la cuisine, il réalisa un autre problème. Il n'avait rien d'adapté pour un petit déjeuner d'enfant. Son garde-manger, bien que bien garni de produits gourmands, ne contenait pas les céréales colorées ou les biscuits en forme d'animaux qu'il se souvenait avoir vus chez sa sœur en visitant ses neveux. « Qu'est-ce que vous mangez habituellement le matin ?» demanda-t-il aux filles qui l'avaient suivi jusqu'à la cuisine. Nelly et Ruby échangèrent un rapide regard. « N'importe quoi, » répondit Nelly, comme la veille. Calder fouilla le réfrigérateur et le garde-manger. Il réussit à faire du pain grillé avec de la confiture, des fruits coupés et du lait au chocolat. Ce n'était pas un repas élaboré, mais les filles mangèrent avec enthousiasme, comme si c'était un banquet. C'est en servant le chocolat chaud dans 3 tasses, 2 petites tasses colorées qu'il trouva au fond du placard, probablement laissées par Ivy, je suppose, et sa tasse de café habituelle, que la réalité de la situation le frappa. 3 tasses sur la table, 3 personnes dans la maison, une petite famille improvisée un matin de janvier. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» demanda Nelly, balançant ses jambes sur la chaise trop haute pour elle. Calder regarda l'horloge. Un jour normal, il se préparait pour une vidéoconférence ou examinerait des contrats, mais aujourd'hui ne ressemblait pas à un jour normal. « Je pense qu'il faut vous acheter des choses, » répondit-il, et ensuite on pourra décider. Après le petit déjeuner, Calder passa un appel, non pas aux services sociaux ou à la police comme il savait qu'il devrait le faire, mais à son assistante personnelle. Il lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous pour le reste de la semaine, et d'organiser une livraison de vêtements pour enfants, de jouets et de nourriture adaptés à leur âge. Avec son efficacité habituelle, elle ne posa pas de questions, nota simplement les tailles qu'il estimait et promit de tout faire livrer le même après-midi. En attendant les livraisons, Calder improvisa. Il trouva du papier et des stylos dans son bureau et installa un poste de dessin sur la grande table à manger. Les filles, hésitantes au début, furent bientôt complètement absorbées, créant des mondes colorés sur le papier blanc. « Regarde, j'ai dessiné notre maison », dit Ruby, surprenant Calder en parlant spontanément. Sur le dessin, une grande maison avec de nombreuses fenêtres abritait 3 bonshommes souriants. « C'est vous », dit-elle en désignant le plus grand. « Et c'est nous ». Calder sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de tendresse et d'alarme. Notre maison, ces filles qu'il connaissait depuis moins de 24 heures, l'incluaient déjà dans leur concept de foyer. Et, plus surprenant encore, il ne voulait pas corriger cette impression. Les livraisons commencèrent à arriver peu après le déjeuner improvisé qu'ils préparèrent ensemble, de simples sandwichs et du jus d'orange. D'abord les vêtements, des robes, des pantalons, des chemises, des pyjamas, des chaussures, le tout en double et dans les tailles approximatives. Puis les jouets, des poupées, des blocs de construction, des livres pour enfants, des jeux de société. Enfin, les courses, des céréales, des biscuits, des fruits, du lait, des jus, des ingrédients pour des repas simples. Calder avait rapidement cherché en ligne des recettes faciles pour enfants. Les jumelles regardaient tout avec de grands yeux, comme si elles ne pouvaient pas croire la quantité de choses qui apparaissaient devant elles. « C'est tout pour nous ?» demanda timidement Ruby, touchant une robe bleue avec de petites étoiles. « Oui », confirma Calder. « Vous avez besoin de vêtements propres et de choses pour jouer pendant que vous êtes ici. » L'expression de Nelly devint soudain sérieuse. « On reste combien de temps ?» La question frappa Calder comme un coup de poing dans le ventre. Il savait ce qu'il devait faire, ce que la loi et le bon sens dictaient. Appeler les autorités, expliquer la situation, rendre les filles au système. Mais quelque chose en lui résistait à cette idée. « Pour l'instant, vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin », répondit-il vaguement. Le visage de Nelly s'illumina et elle sourit à sa sœur. Puis elles coururent toutes les deux explorer les nouveaux jouets. L'après-midi passa dans un tourbillon d'activités, essayer de nouveaux vêtements, assembler des puzzles, lire des livres d'images. Le manoir, autrefois si silencieux, résonnait maintenant des voix et des rires d'enfants. Calder réalisa qu'il souriait en préparant le dîner, une simple recette de macaroni au fromage qu'il avait trouvée en ligne, décrite comme un plat préféré des enfants. Ses talents culinaires étaient limités, mais les filles l'aidaient, mélangeant les ingrédients et goûtant la sauce avec des expressions sérieuses d'approbation. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon, maintenant transformé par des jouets éparpillés et des dessins scotchés au mur. Calder alluma la télévision et trouva un film d'animation.
Les jumelles s'installèrent sur le canapé, une de chaque côté de lui comme si c'était l'arrangement le plus naturel du monde. À mi-chemin du film, Ruby s'endormit, sa tête reposant contre le bras de Calder. Nelly résista quelques minutes de plus avant de succomber elle aussi au sommeil. Faisant attention de ne pas les réveiller, Calder les porta une par une dans la chambre d'amis. En les bordant, il observa leur visage paisible. En une seule journée, ces deux enfants avaient complètement transformé sa maison et sa routine. Les coins autrefois vides abritaient maintenant des jouets colorés. Le réfrigérateur, autrefois occupé uniquement par des aliments sophistiqués et des boissons chères, contenait maintenant du lait, des yaourts et des boîtes de jus. Les murs blancs impersonnels s'animaient de dessins d'enfants. De retour dans le salon, Calder commença à ramasser les jouets éparpillés. Il aurait dû être agacé par le désordre, par l'invasion de son espace méticuleusement organisé. Mais, étonnamment, il ne l'était pas. Chaque pièce de Lego trouvée sous le canapé, chaque poupée laissée sur la table basse, chaque livre ouvert sur le tapis, tout le faisait sourire. Il s'assit sur le canapé maintenant vide et regarda autour de lui. La maison semblait plus petite, plus chaleureuse, plus vivante, et lui, qui pendant si longtemps s'était senti comme un fantôme errant dans des pièces vides, se sentait maintenant réel, nécessaire, présent. Sans s'en rendre compte, il avait commencé à aimer être là, à se soucier, à avoir quelque chose de plus important que des réunions et des contrats pour remplir ses journées, à avoir des voix l'appelant par son nom, des rires résonnant dans les couloirs, de petites mains tenant les siennes. Demain, se dit-il, j'appellerai les autorités. J'expliquerai la situation. Je ferai ce qu'il faut. Mais en montant les escaliers vers sa propre chambre, Calder savait déjà au fond de lui qu'il n'était pas prêt à les laisser partir. Une nuit particulière. Calder se réveilla brusquement, tiré du sommeil par un son qu'il mit quelques secondes à identifier. Des pleurs, aigus, désespérés et effrayés, provenant de la chambre où dormaient les filles. Il jeta un coup d'œil à l'horloge numérique sur sa table de chevet, 3h27 du matin. Pendant un instant, il fut paralysé, ne sachant que faire. Il n'y avait pas de manuel d'instruction pour des situations comme celle-ci. Lors de ses rares visites avec Ivy, Amanda avait toujours géré les cauchemars nocturnes, le laissant dans le rôle confortable d'un observateur. Les pleurs s'intensifièrent, maintenant accompagnés d'une petite voix appelant à l'aide. Calder écarta les couvertures et sortit du lit par impulsion. Il se précipita dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le tapis. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, une veilleuse en forme d'étoile, achetée cet après-midi même, projetait une douce lueur sur les deux lits. Dans le premier, Nelly était assise, les genoux repliés sur sa poitrine, le visage déformé par les pleurs. Dans l'autre lit, Ruby observait sa sœur avec de grands yeux effrayés, serrant la couverture. Nelly, appela doucement Calder, entrant dans la pièce. « Que s'est-il passé ?» La fillette le regarda, le visage mouillé de larmes, les yeux rouges et effrayés. Elle essaya de parler, mais ne réussit qu'à sangloter plus fort. « C'était un cauchemar, » expliqua Ruby, la voix tremblante. Elle a rêvé qu'il nous retrouvait. Calder s'assit sur le bord du lit de Nelly, incertain de ce qu'il devait faire. Devait-il simplement la réconforter avec des mots? Appeler quelqu'un, lui offrir de l'eau? Avant qu'il ne puisse décider, Nelly se jeta sur lui, ses petits bras s'enroulant autour de son cou avec une force surprenante. Son visage mouillé se pressa contre son épaule. Les pleurs, maintenant étouffés par le tissu de son t-shirt, continuaient de secouer son petit corps. « Ça va aller » murmura Calder, la serrant maladroitement dans ses bras. « C'était juste un mauvais rêve. Vous êtes en sécurité ici. » Par-dessus l'épaule de Nelly, il vit Ruby les observer, ses yeux brillants de larmes contenues. Il tendit un bras vers elle dans une invitation silencieuse. Sans hésiter, la fillette sauta de son lit et rejoignit l'étreinte, se pressant contre le côté libre de Calder. C'était la première fois qu'il les serrait toutes les deux à la fois. La chaleur de leur petit corps contre le sien, la confiance implicite dans le geste, la fragilité et la force qu'il ressentait dans ce contact. Tout cela le frappa comme une vague inattendue. Il criait dans le rêve, expliqua Nelly entre les sanglots, en disant qu'ils allaient nous trouver et nous ramener. Personne ne vous emmènera, répondit Calder, surpris par la fermeté de sa propre voix. Il les sentit toutes deux se détendre légèrement à ces mots, comme si sa voix avait le pouvoir de chasser les monstres de la nuit. C'était un sentiment étrange d'être le refuge de quelqu'un, la personne vers qui il se tourne quand la peur frappe. Que diriez-vous d'un peu de lait chaud? Suggéra-t-il, se souvenant vaguement que c'était ce que sa mère lui offrait quand il faisait des cauchemars il y a plusieurs décennies. Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson,
toujours accrochées à lui. Avec précaution, Calder se leva, une fille dans chaque bras. Elles étaient légères, trop légères, pensa-t-il, et elles se blottirent naturellement contre son corps, leur tête blonde reposant sur ses épaules. Dans la cuisine, éclairée seulement par la douce lumière au-dessus de la cuisinière, Calder réussit, avec quelques difficultés, à chauffer du lait dans une casserole tout en tenant Ruby. Nelly s'était installée sur l'un des tabourets hauts, ses jambes balançant dans l'air, ses yeux cerclés de rouge suivant chacun de ses mouvements. « Mon père faisait du chocolat chaud quand je faisais des cauchemars », commenta Calder en versant le lait dans 2 tasses. Mais il ajoutait un ingrédient secret. « C'était quoi ?» demanda Ruby, sa curiosité supplantant momentanément sa peur. « De la cannelle » répondit-il en souriant en trouvant le pot dans le placard. « Juste une pincée. Ça fait toute la différence. » Il saupoudra la cannelle sur le lait et tendit les tasses aux filles qui soufflèrent sur la boisson chaude avant de la goûter. Leurs visages s'illuminèrent de sourires timides en la savourant. « C'est bon » approuva Nelly. « C'est magique » corrigea Calder, s'asseyant entre elles. « Le lait à la cannelle chasse les cauchemars. Du moins, c'est ce que mon père me disait toujours. »« Votre père était gentil ?» demanda Ruby, ses yeux verts fixés sur lui par-dessus le bord de sa tasse. La question le prit au dépourvu. « Oui, quand il était à la maison » répondit-il honnêtement. « Il voyageait beaucoup pour le travail, mais quand il était avec moi, il était attentif. »« Comme vous » observa Nelly. Quelque chose se serra dans la poitrine de Calder. Était-ce ce qu'il était ? Attentif ? Cela semblait un mot trop simple pour décrire ce qu'il ressentait. Ce mélange confus de protection, de responsabilité et d'affection qui grandissait à chaque heure passée avec les jumelles. Ils restèrent dans la cuisine jusqu'à ce que les tasses soient vides et que les yeux des filles commencent à s'alourdir à nouveau. Calder les reconduisit dans leur chambre, les aidant à s'installer dans leur lit. Alors qu'ils se tournaient pour partir, 2 voix appelèrent à l'unisson « Restez ici ». Il regarda leurs petits visages illuminés par la lumière de la veilleuse en forme d'étoile, et sut qu'il ne pouvait pas refuser leur demande. Il tira le fauteuil du coin de la pièce vers un endroit entre les 2 lits et s'assit. « D'accord, je resterai jusqu'à ce que vous vous endormiez, promit-il. »« Vous pouvez raconter une histoire ?» demanda Ruby. Calder réfléchit un instant. Il ne se souvenait d'aucune histoire pour enfants appropriée. Sa connaissance de la littérature penchait plus vers les classiques russes et les biographies de PDG à succès. Il décida d'improviser. « Il était une fois 2 princesses », commença-t-il en voyant les yeux des filles s'illuminer. Elles étaient jumelles et avaient les cheveux aussi dorés que le soleil. Elles vivaient dans un royaume lointain où les arbres étaient faits de chocolat et les rivières de limonade. L'histoire continua, remplie de détails fantastiques et d'aventures improbables, jusqu'à ce que les paupières des filles deviennent trop lourdes pour rester ouvertes. La respiration de Ruby fut la première à devenir profonde et régulière, suivie peu après par celle de Nelly. Même après qu'elles se furent toutes 2 endormies, Calder resta dans le fauteuil, les observant. La douce lumière mettait en valeur leurs profils identiques, les petits nez retroussés, les joues encore rondes de l'enfance, les longs cils sur leur peau claire. Elles semblaient fragiles et infiniment précieuses pendant qu'elles dormaient. C'est à ce moment-là, assis entre les 2 lits au milieu de la nuit, que Calder sentit quelque chose changer en lui. Le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, il y avait des gens qui dépendaient vraiment de lui, non pas de son argent ou de son influence, mais de lui en tant qu'être humain, en tant que protecteur, en tant qu'adulte responsable repoussant les monstres. Et ce sentiment, au lieu de l'effrayer, le renforça, comme s'il avait découvert un but qu'il ne savait même pas chercher. À un moment donné, il s'endormit dans le fauteuil inconfortable, les bras croisés sur la poitrine, la tête penchée sur le côté. Il fut réveillé par les rayons du soleil filtrant à travers la fenêtre et le son de rires étouffés. Il ouvrit les yeux et trouva Nelly et Ruby déjà éveillées, assises dans leur lit, le regardant avec des expressions amusées. « Vous ronflez » l'informa Nelly, riant derrière sa main. Calder se redressa dans le fauteuil, sentant son dos protester contre cette nuit mal dormie. « Je ne ronfle pas », se défendit-il automatiquement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Si, vous ronflez » insista Ruby. « Comme un petit ours. » Il ne put s'empêcher de sourire à la comparaison spécifique. « Alors, petit ours, hein ? Au moins pas un gros. » Les filles rirent, et le son de leur rire, purifié de l'angoisse de la nuit précédente, fit quelque chose de chaud se répandre dans la poitrine de Calder. « Qui veut des crêpes pour le petit déjeuner ?» proposa-t-il, se levant et étirant ses muscles endoloris. « Nous » répondirent-elles en chœur, sautant hors du lit.
Dans la cuisine ensoleillée, Calder prépara la pâte à crêpes en suivant une recette qu'il trouva en ligne. Les jumelles aidèrent, ajoutant des ingrédients et mélangeant la pâte avec une concentration intense. Il y avait de la farine éparpillée sur le comptoir et des éclaboussures de lait sur le sol, mais il ne s'en souciait pas. Le désordre semblait juste en quelque sorte un signe de vie, de présence. Avec des crêpes empilées sur des assiettes colorées et recouvertes de sirop d'érable, ils s'assirent à la table de la cuisine. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, créant des flaques dorées sur le plancher en bois. C'était un moment parfait, pensa Calder, le genre de scène qui pourrait figurer dans une publicité pour du beurre ou une carte de Noël. C'est alors que Nelly, après avoir échangé un regard significatif avec sa sœur, posa sa fourchette et le regarda directement. « Allez-vous appeler les services sociaux aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix soudainement sérieuse. La question prit Calder par surprise. Il y avait pensé, bien sûr. C'était la procédure appropriée, la voie légale. 2 enfants apparemment abandonnés ou fugueuses devaient être signalés aux autorités. « Pourquoi ne me dites-vous pas d'où vous venez » suggéra-t-il doucement. Cela aiderait à décider quoi faire. Les jumelles échangèrent un autre regard, une conversation silencieuse se déroulant entre elles. Ce fut Ruby qui parla la première, sa voix normalement si douce, presque un murmure. Nous vivions avec monsieur et madame Landry, ce sont nos parents nourriciers, mais ils ne voulaient pas vraiment de nous. Juste l'argent que le gouvernement leur donne, compléta Nelly, ses yeux fixés sur la table. Calder sentit un creux dans son estomac. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils reçoivent de l'argent pour prendre soin de nous, expliqua Nelly. Mais ils le dépensent tout en bière et en cigarettes. Et ils ne sont jamais à la maison, ajouta Ruby. Il n'y a que leur fils aîné, Tyler, mais il boit aussi beaucoup et devient en colère. Le tableau que les filles peignaient était inquiétant. Calder garda une expression neutre, ne voulant pas les effrayer avec son indignation grandissante. « Chez eux, aviez-vous assez à manger » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. Nelly secoua la tête. Parfois, quand l'assistante sociale visitait. Les autres jours, on mangeait ce qui restait dans le frigo, ou rien. Et à l'école, pressa Calder. N'aviez-vous pas de repas là-bas ? On ne va pas à l'école, répondit Ruby. Madame Landry a dit qu'on commencerait l'année prochaine. 5 ans, pas scolarisés, avec des repas irréguliers et des tuteurs négligents. La colère commença à monter en Calder, mais il la garda sous contrôle. Il ne voulait pas que les filles pensent qu'il était en colère contre elles. « Et comment vous êtes-vous enfui » demanda-t-il, repoussant son assiette, son appétit complètement disparu. C'était à leur fête de Noël, expliqua Nelly. Tout le monde buvait. Musique forte. Personne n'a remarqué quand nous sommes partis par la porte de derrière. Nous avons pris un bus, continua Ruby. On avait économisé quelques pièces qu'on avait trouvées dans la maison et puis un autre bus, ajouta Nelly. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la grande ville, loin d'eux. Combien de temps avez-vous été seul avant que je vous trouve ? demanda Calder, imaginant les 2 petites filles naviguant seules dans le système de transport en commun, se cachant, cherchant un abri. 3 jours, je crois, répondit Nelly. Nous avons dormi dans les gares. Nous avons mangé ce que nous pouvions avec l'argent que nous avions. Calder ferma les yeux un instant, essayant de contrôler le mélange d'émotions qui l'envahissait. Colère contre les adultes qui avaient négligé ses enfants, admiration pour le courage et la résilience des filles, tristesse pour ce qu'elles avaient enduré dans leur courte vie. Si vous appelez les services sociaux, ils nous renverront, dit Nelly, sa voix légèrement tremblante. Ou dans un autre endroit comme ça. Ruby tendit sa petite main sur la table, touchant celle de Calder. C'est le premier endroit où nous nous sentons exister, dit-elle, ses yeux verts intenses fixés sur les siens. Comme si nous étions de vraies personnes. Les mots frappèrent Calder comme un coup physique. De vraies personnes. Des enfants de 5 ans ne devraient pas avoir à articuler un concept aussi profond et dévastateur. Ils ne devraient pas savoir ce que cela fait de ne pas être réel, visible, existant. Vous êtes de vraies personnes, déclara-t-il avec force, tenant la main de Ruby et tendant l'autre à Nelly. Et vous êtes importante. Très importante. Les jumelles le regardèrent avec un mélange d'espoir et de peur, comme si elles n'osaient pas croire ce qu'elles entendaient. « Pouvons-nous rester avec vous » demanda Nelly, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, on sera sage » promit rapidement Ruby. « On ne causera pas de problème, et on peut t'aider à faire le ménage » ajouta Nelly. On s'est lavé la vaisselle et balayé. Le cœur de Calder se serra en entendant ces offres.
Des enfants de 5 ans promettant des tâches ménagères en échange d'un abri et d'affection. Qu'est-ce que le monde leur avait fait? Vous n'avez rien de tout ça à faire, dit-il, serrant doucement leurs petites mains dans les siennes. Les enfants n'ont pas à gagner le droit d'être pris en charge. C'est la responsabilité des adultes de prendre soin de vous, pas l'inverse. Leurs yeux brillèrent de larmes contenues, et Calder réalisa que c'était probablement la première fois qu'elles entendaient quelque chose de tel. À ce moment-là, en regardant ces visages pleins d'espoir et vulnérables, Calder prit une décision. Ce ne fut pas un long processus de réflexion ou une analyse minutieuse des avantages et des inconvénients. Ce fut une certitude instantanée et inébranlable, comme si une vérité n'attendait que d'être reconnue. Il ne les rendrait pas au système qui les avait déjà trahis. Il ne leur permettrait pas de retourner dans un foyer où elles étaient invisibles, négligées, affamées. Il ne les laisserait pas être séparées ou envoyées dans un autre endroit où le cycle de l'abandon pourrait se répéter. « Vous pouvez rester avec moi », déclara-t-il, les mots sortant fermes et clairs. « Et je ferai tout ce que je peux pour que ce soit permanent. » Les visages des filles s'illuminèrent comme si quelqu'un avait allumé des lumières en elles. Ruby fut la première à bouger, sautant de sa chaise et se jetant dans les bras de Calder. Nelly la suivit une seconde plus tard, et soudain il fut enveloppé dans une double étreinte, sentant des larmes. Il n'était pas sûr si c'était celle des filles ou les siennes, mouillant sa chemise. « Pour toujours ?» demanda Nelly contre sa poitrine. « Je ferai de mon mieux pour que ce soit pour toujours », promit Calder. Et là, dans la cuisine ensoleillée, avec 2 enfants accrochés à lui comme s'il était leur seule ancre dans le monde, Calder Blake, le milliardaire solitaire, l'homme qui avait bâti un empire mais échoué à bâtir une famille, se sentit vraiment fort pour la première fois de sa vie. Non pas de la force du pouvoir ou de l'argent, mais de la force qui vient du fait d'être nécessaire, d'être la différence entre la peur et la sécurité, entre la faim et la satiété, entre l'invisibilité et l'existence. Et il décida à ce moment-là qu'il utiliserait toutes les ressources à sa disposition, son argent, ses relations, son influence, pour s'assurer que Nelly et Ruby n'auraient plus jamais à fuir quoi que ce soit ou qui que ce soit. Elles avaient trouvé un foyer, et lui aussi. Une nouvelle famille. Les jours se transformèrent en semaines avec une rapidité qui surprit Calder. La décision de garder les filles avec lui n'avait pas été facile à mettre en œuvre. Cela impliquait des avocats, des travailleurs sociaux, des juges et une quantité infinie de paperasse. Son argent et son influence ouvraient des portes. Mais même ainsi, le processus de tutelle provisoire exigeait du temps et de la patience. Cependant, pendant que les professionnels géraient la bureaucratie, la vie à l'intérieur du manoir suivait son nouveau rythme, comme si les jumelles avaient toujours appartenu à cet espace. Un samedi matin, Calder se réveilla au son des rires venant d'en bas. Il vérifia l'horloge, 7h23 du matin. Avant, il faisait la grasse matinée le week-end, épuisé par les longues heures passées au bureau. Maintenant, l'idée de gaspiller les matinées lui semblait une honte. Il descendit, toujours en pyjama et pantoufles, suivant le son jusqu'au salon. Là, il trouva Nelly et Ruby construisant un fort élaboré avec des oreillers, des couvertures et des chaises. Il les observa un instant, admirant le sérieux avec lequel elles discutaient de l'emplacement exact de chaque élément. « Cet oreiller doit aller ici pour soutenir le toit », expliqua Nelly, désignant avec autorité. Ruby secoua la tête, en désaccord. « Il sera de travers. Il faut 2 oreillers. » Ça ressemble à un projet d'ingénierie complexe, commenta Calder, les faisant toutes 2 se retourner. On construit un château, expliqua Ruby, les yeux brillants. Pour nous protéger des dragons, compléta Nelly comme si c'était évident. Calder feignit un air inquiet. Des dragons dans ma maison? C'est sérieux. Les filles gloussèrent, ravies de sa participation à leur fantaisie. Vous pouvez aider, proposa Ruby, lui tendant un oreiller. On a besoin de murs plus hauts. Sans hésitation, Calder les rejoignit sur le sol. Son costume italien à $10 000 avait été remplacé par des pantalons de survêtement et des t-shirts confortables le week-end, un changement que son ancien lui aurait trouvé impensable. Pendant 1 heure, ils construisirent, démolirent et reconstruisirent le château jusqu'à ce qu'il occupe presque toute la pièce. Calder suggéra d'utiliser les lumières de Noël rangées dans le grenier depuis décembre pour illuminer l'intérieur du fort. Les filles applaudirent l'idée, et bientôt le château d'oreiller brillait de petites lumières colorées. « C'est le plus beau château que j'ai jamais vu », déclara Ruby, ses yeux reflétant les petites lumières. « Il faut de la nourriture pour les habitants du château », décida Calder. « Et si on faisait des crêpes pour le petit déjeuner ?» Dans la cuisine, les 3 figures travaillaient en harmonie.
Les jumelles, vêtues de tabliers qui leur arrivaient aux chevilles, avaient des rôles spécifiques. Nelly était responsable de mesurer les ingrédients secs tandis que Ruby s'occupait des liquides. Calder supervisait, aidant quand c'était nécessaire, mais leur laissant de l'espace pour expérimenter. Remuez lentement, instruisit-il, guidant la main de Ruby alors qu'elle mélangeait la pâte. C'est ça. Comme si vous dessiniez de grands cercles. La farine était éparpillée sur le comptoir. Des gouttes de lait tachaient le sol et la première crêpe colla à la poêle, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La cuisine, qui n'était autrefois qu'un lieu de passage dans sa vie, était maintenant le cœur de la maison. « Regarde, j'en ai fait une en forme de lune », s'exclama Nelly, fière de sa création imparfaite mais pleine de caractère. « La mienne ressemble à un éléphant », commenta Ruby, inclinant la tête pour observer sa crêpe difforme. Des artistes culinaires, loua Calder, plaçant les créations sur des assiettes colorées. Ils mangèrent au milieu du château d'oreiller, assis sur des couvertures douces, racontant des histoires de princesses courageuses et de dragons amicaux. Calder découvrit qu'il avait un talent pour inventer des personnages et des aventures qui faisaient rire les filles ou écarquillaient leurs yeux de suspense. Après le petit déjeuner, il proposa une séance de peinture. Acheter une table spécifique pour les activités artistiques avait été l'une de ses meilleures décisions. Il la recouvrit de journaux et distribua des pots de peinture, des pinceaux de différentes tailles et de grandes feuilles de papier blanc. « On va peindre notre famille », suggéra Nelly, trempant son pinceau dans de la peinture jaune. Le mot « famille » fit Calder faire une pause un instant. Était-ce ce qu'ils étaient devenus? Une famille? L'idée, qui aurait dû l'effrayer, n'apporta qu'un sentiment de chaleur et d'appartenance. Les trois peignirent côte à côte, parlant de couleurs et de formes. Calder, qui n'avait jamais eu d'inclination artistique, trouva qu'il ne se souciait pas du résultat. Le processus était ce qui apportait de la joie. Sa peinture, une tentative maladroite de représenter trois silhouettes se tenant la main, provoqua des rires affectueux de la part des filles. « Vous dessinez drôlement », commenta Ruby sans méchanceté. « Nous n'avons pas tous votre talent naturel », répondit-il, admirant sa peinture. Étonnamment détaillée pour une enfant de 5 ans. Après le déjeuner, des sandwichs coupés en étoiles, une autre des nouvelles compétences découvertes par Calder, les filles demandèrent à regarder un film. Elles se blottirent sur le canapé, Calder au milieu avec une jumelle de chaque côté. Un film d'animation sur une famille de super-héros remplissait l'écran, mais il était plus attentif aux réactions des filles, à leurs rires synchronisés, à leurs commentaires excités, à la façon dont elles se penchaient en avant pendant les passages palpitants. À un moment donné, Ruby s'endormit contre son bras, et Nelly la suivit bientôt. Calder resta immobile, servant d'oreiller aux deux tandis que le film continuait. Il observa leurs visages détendus dans le sommeil, leurs cheveux blonds éparpillés, les douces taches de rousseur sur leurs joues. Il y a 2 mois, sa maison était un espace vide et silencieux. Les pièces, bien que luxueuses, semblaient n'exister que comme toile de fond pour une vie qui se déroulait ailleurs, au bureau, en réunion, en voyage d'affaires. Il rentrait chez lui uniquement pour dormir et repartait le lendemain matin. Maintenant, chaque recoin de l'espace avait un sens. Le coin de la pièce où se trouvait le coffre à jouets, le réfrigérateur couvert de dessins colorés maintenus par des aimants, les tables de chevet avec des piles de livres pour enfants pour la lecture du soir, les petites pantoufles en forme de lapin près de la porte, les brosses à dents colorées dans la salle de bain. Ce qui était autrefois vide avait maintenant un nom, Nelly et Ruby. Il avait du son, des rires, des conversations, des chants dans le bain, des pas qui couraient dans le couloir. Il avait un sens, prendre soin, enseigner, protéger, aimer. Alors que les filles dormaient paisiblement à ses côtés, Calder pensa à Ivy, sa fille biologique, si distante maintenant, avec qui les appels vidéo devenaient plus courts et plus espacés. Il ressentit une pointe de culpabilité. Trahissait Ivy en formant cette nouvelle famille? Mais alors il comprit quelque chose d'important. Il ne remplaçait pas sa fille. L'amour qu'il ressentait pour Ivy restait intact, gardé dans un endroit spécial de son cœur. Ce qui se passait était différent. Il apprenait à étendre sa capacité d'aimer, passant d'un père absent et distant à quelqu'un de présent et impliqué. Il ne remplaçait pas Ivy. Il apprenait à aimer à nouveau d'une manière plus complète et présente qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et peut-être, pensa-t-il, en caressant doucement les cheveux des jumelles endormies, quand Ivy viendrait le voir, il pourrait lui montrer ce nouveau père qu'il devenait. Un père qui construisait des châteaux d'oreiller, faisait des crêpes en forme de lune et peignait des figures maladroites se tenant la main. Un père qui avait enfin compris que le vrai succès ne se mesure pas par les comptes bancaires ou les accords commerciaux,
mais par des moments comme celui-ci, silencieux, simple et absolument précieux. Une famille retrouvée. Le printemps était arrivé, apportant de la couleur au parc central de la ville. Après des semaines de neige et de froid, le soleil offrait enfin sa chaleur, invitant les gens à quitter leur maison. Pour Calder, c'était l'occasion parfaite pour une sortie avec les jumelles. « On va au parc aujourd'hui », annonça-t-il au petit déjeuner en servant des céréales colorées dans les bols des filles. Nelly et Ruby échangèrent des regards excités. Au cours des 2 derniers mois, leur sortie s'était limitée aux lieux intérieurs, centres commerciaux, musées pour enfants, cinéma. L'idée de courir en plein air, de sentir l'herbe sous leurs pieds, était irrésistible. « On peut nourrir les canards ?» demanda Ruby, ses yeux verts brillants d'anticipation. « Et faire de la balançoire ?» ajouta Nelly, sautant presque sur sa chaise. Calder sourit. « Tout ça et plus encore. On peut même faire un pique-nique. » La matinée fut consacrée à des préparatifs enthousiastes. Calder, qui déléguait autrefois même les tâches les plus simples à des assistants, se retrouvait maintenant à couper des sandwichs en triangle parfait et à s'assurer que chaque bouteille d'eau avait le bon nom écrit dessus avec un marqueur coloré. Les filles aidaient à leur manière. Ruby sélectionnait soigneusement les jouets. Nelly insistait pour vérifier que tout le monde avait de la crème solaire et des chapeaux. Le parc central était animé, mais pas bondé. Des familles étaient dispersées sur la pelouse. Des enfants couraient après des bulles de savon. Des couples âgés marchaient main dans la main le long des allées bordées d'arbres. Calder se gara et avant même qu'il ne puisse éteindre complètement le moteur, les jumelles détachaient déjà leur ceinture de sécurité, impatientes d'explorer. « N'oubliez pas de rester où je peux vous voir », recommanda-t-il, déchargeant le panier et un sac de l'essentiel, une autre nouveauté dans sa vie, porter un sac coloré rempli de lingettes humides, de pansements décorés et de vêtements de rechange. Les filles promirent d'un hochement de tête rapide et s'élancèrent vers l'aire de jeu. Calder les suivit, regardant leurs cheveux blonds rebondir sous le soleil printanier. Elles étaient plus saines maintenant, leurs joues plus pleines, leur peau avec un éclat qui manquait quand il les avait trouvées. Nelly, toujours la leader, grimpa la première sur le toboggan, appelant sa sœur à la suivre. Ruby, plus prudente, testait chaque pas avant de grimper. Ses peurs, cependant, semblaient diminuer à chaque nouvelle expérience, remplacée par une confiance grandissante qui réchauffait le cœur de Calder. Après 1 heure de jeu, les jumelles revinrent vers lui, les joues rougies et le souffle court. « On a faim », annonça Nelly, toujours directe. Ils trouvèrent un endroit parfait sous un grand arbre feuillu. Calder étala la couverture à carreaux et arrangea la nourriture. Ruby aida, plaçant des serviettes pliées à côté de chaque assiette, tandis que Nelly distribuait les bouteilles d'eau. Le repas se passa avec des conversations simples et des rires. Les jumelles racontèrent des histoires élaborées de châteaux magiques, de dragons amicaux et de princesses qui sauvaient des princes. Calder écouta attentivement, posant des questions au bon moment, alimentant leurs fantasmes. Après avoir mangé, ils allèrent au lac pour nourrir les canards, et Ruby, normalement la plus timide, se révéla étonnamment courageuse, tendant la main avec du maïs alors que les canards s'approchaient. Nelly, en revanche, jetait le maïs de loin, riant lorsque les oiseaux couraient vers elle. « Regardez ce petit caneton », dit Ruby en désignant un canard plus petit. « Il doit manger plus pour devenir fort. » Calder sourit à l'observation. Les filles avaient développé une sensibilité particulière pour prendre soin des plus vulnérables, peut-être le reflet de leurs propres expériences. Le temps passa sereinement. Calder regarda sa montre. Ils étaient au parc depuis presque 3 heures, mais les jumelles ne montraient aucun signe de fatigue. « On peut aller au balançoire maintenant », demanda Nelly, désignant la zone la plus éloignée de l'aire de jeu. « Bien sûr », accepta Calder. « Après ça, il faudra penser à rentrer à la maison. » Les filles coururent devant, suivant le chemin pavé qui contournait le lac. Calder les suivit à quelques pas, les regardant s'arrêter pour examiner une fleur colorée ou faire un écart pour éviter de marcher sur des fourmis. C'est quand ils étaient presque au balançoire que tout changea. Un couple s'arrêta brusquement sur le chemin devant eux. La femme, mince avec des cheveux roux délavés, pointa du doigt les filles. L'homme à ses côtés, grand avec une barbe de 3 jours et une casquette usée, fronça les sourcils. « Ce sont elles », s'exclama la femme, sa voix stridente déchirant l'air tranquille du parc. Calder vit le moment exact où les jumelles remarquèrent le couple. C'était comme voir un interrupteur s'activer. Toute la joie et la vivacité s'effacèrent de leur visage, remplacés par une terreur pure et instantanée qui lui glaça le sang. « Nelly, Ruby », appela la femme, avançant vers elle. « Où étiez-vous ? On vous a cherché partout. »
Les filles furent paralysées une seconde comme des animaux acculés. Puis, comme si elles partageaient une seule pensée, elles se tournèrent et coururent, non pas pour s'éloigner, mais directement vers Calder. « C'est qui ce pervers qui nous vole nos enfants ?» grogna l'homme, suivant la femme. Calder comprit immédiatement. Les Landry, les parents nourriciers, les filles avaient fui le couple qui les avait gardées affamées et effrayées. Nelly et Ruby s'accrochèrent à ses jambes avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. Il pouvait sentir les tremblements dans leur petit corps, entendre leur respiration rapide et effrayée. « On veut rester avec vous » chuchota Nelly, levant les yeux vers lui avec des larmes aux yeux. Ruby pressa simplement son visage contre sa jambe comme si elle essayait de disparaître. Calder posa une main protectrice sur chacune de leurs têtes blondes et redressa ses épaules, faisant face au couple qui se tenait maintenant devant lui. « Ce sont nos filles » déclara la femme, pointant un doigt aux ongles écaillés. Elles se sont enfuies de la maison il y a 2 mois. On a fait chercher la police. Ah oui, répondit Calder, sa voix calme et ferme. Intéressant. Parce que j'ai des documents montrant que j'ai leur garde provisoire depuis presque le même temps. L'homme fit un pas en avant, son haleine de bière perceptible même à distance. Écoutez, monsieur le riche. Je ne sais pas quelle histoire ces sales gosses vous ont raconté, mais c'est notre responsabilité. Le gouvernement nous paie pour nous en occuper. La mention du paiement, et non du bien-être des enfants, confirma tout ce que les jumelles lui avaient dit. Calder sentit une vague de colère monter dans sa poitrine, mais il garda son expression neutre. « Je comprends votre inquiétude, dit-il, mesurant chaque mot. Mais elles sont sous ma garde maintenant avec autorisation légale. » La femme laissa échapper un rire moqueur. « Laissez-moi deviner. Vous êtes l'un de ces playboys qui pensent pouvoir tout acheter, y compris des enfants. Je parie que vous ne savez même pas comment vous en occuper correctement. On ne veut pas y aller ?» La voix de Ruby, d'habitude si douce, sortit claire et déterminée. « Vous êtes méchante et vous êtes ingrat. » La femme rétorqua, « Après tout ce que nous avons fait pour vous. »« Vous n'avez rien fait, » répliqua Nelly. « On mourait de faim. Vous criez et buviez tout le temps. » L'homme avança de manière menaçante. « Je vais vous apprendre à respecter les adultes. » Calder s'avança, se plaçant entre les filles et le couple. Sa posture, bien que calme, dégageait une autorité qui fit légèrement reculer l'homme. « Je vous suggère de reconsidérer votre approche, » dit Calder, sa voix maintenant teintée d'une froideur qu'il réservait aux négociations à forts enjeux. « Je peux vous assurer que j'ai les moyens légaux de garder ces enfants sous ma protection. On verra ce que la police aura à dire à ce sujet, » menaça la femme, sortant un téléphone portable usé de son sac à main. « Excellente idée, » accepta Calder à la surprise du couple. En fait, je vais vous faciliter la tâche. Sans rompre le contact visuel, il sortit son propre téléphone de sa poche et composa un numéro. Steven, dit-il. Calder Blake. Je suis au Central Park avec les filles et nous avons rencontré les Landry. Oui, exactement. Pouvez-vous envoyer quelqu'un immédiatement et apporter les papiers de garde provisoire? Merci. Il raccrocha et sourit poliment au couple stupéfait. Mon avocat et un agent du tribunal seront ici dans quelques minutes. Je vous suggère d'attendre confortablement. La mention d'un avocat et d'un agent du tribunal fit pâlir la femme. L'homme la tira par le bras, lui murmurant quelque chose à l'oreille. « Ce n'est pas fini », menaça-t-elle, pointant un doigt vers Calder. Puis, jetant un dernier regard furieux aux jumelles, le couple s'éloigna rapidement, disparaissant parmi les arbres du parc. Dès qu'ils furent partis, Calder s'agenouilla pour être à la hauteur des filles, qui tremblaient encore. « Ils sont partis », les assura-t-il, caressant leur visage pâle. « Vous êtes en sécurité maintenant. Ils vont revenir », chuchota Ruby, les yeux grands ouverts de peur. « Ils ne vont pas nous prendre ?» « Non », répondit fermement Calder, les regardant directement dans les yeux. « Ils ne le feront pas, et c'est ici que vous allez rester, avec moi. » Les mots sortirent avec une certitude absolue qui le surprit lui-même. Ce n'était pas juste une promesse vide pour calmer des enfants effrayés. C'était une déclaration d'intention, un engagement qu'il était prêt à défendre avec tout ce qu'il avait. Les jumelles l'embrassèrent simultanément avec une force née du désespoir et du soulagement. Calder les serra dans ses bras, sentant leurs larmes mouiller sa chemise. « Rentrons à la maison », dit-il doucement, se levant et prenant chacun par la main. La marche de retour à la voiture fut silencieuse. Les filles restèrent près de lui, jetant fréquemment des regards par-dessus leurs épaules comme si elles s'attendaient à voir les Landry apparaître à tout moment.
Calder resta vigilant, scrutant le parc à la recherche du couple, mais il n'y avait aucun signe d'eux. Dans la voiture, en ajustant les ceintures de sécurité des jumelles, il remarqua à quel point leur petit corps était encore tendu, prêt à fuir. « Ils ne vous feront pas de mal », promit-il, tenant leurs deux mains. Plus jamais. Sur le chemin du retour, il rappela son avocat, cette fois en utilisant le système audio de la voiture. Les filles sur la banquette arrière écoutaient attentivement chaque mot. « Steven, merci d'avoir répondu si rapidement tout à l'heure », commença Calder. « Les Landry sont partis quand j'ai mentionné votre présence et celle d'un agent, mais je suis sûr qu'ils reviendront. Il faut agir maintenant. » « Ils n'ont aucune base légale pour réclamer la garde », vint la voix grave de l'autre bout du fil. L'assistante sociale a déjà documenté l'abandon lorsque les filles ont été trouvées. Mais nous devons solidifier votre position. Je veux les garder légalement, déclara Calder, regardant dans le rétroviseur les jumelles. De façon permanente? Que dois-je faire? Il y eut une pause de l'autre côté. Vous parlez d'adoption? Oui, confirma-t-il, sans hésitation. C'est un long processus, Calder. Même avec vos ressources, cela prendra du temps. Vérification d'antécédents, visite à domicile, évaluation psychologique, audience au tribunal. Je me moque du temps ou du coût, répondit-il fermement. Je veux faire les choses correctement. Je comprends. Je commencerai les démarches immédiatement. En attendant, je renforcerai la garde provisoire et obtiendrai une ordonnance restrictive contre les Landry. Faites-le aujourd'hui, Steven. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Considérez cela comme fait. Et Calder, c'est bon de vous voir vous battre pour quelque chose comme ça. L'appel se termina et un silence pensif remplit la voiture. Sur la banquette arrière, Nelly et Ruby se regardèrent, traitant ce qu'elles avaient entendu. « C'est quoi l'adoption » demanda finalement Ruby, sa petite voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Calder prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. C'est quand quelqu'un décide officiellement d'être le parent d'un enfant qu'il n'a pas mis au monde. C'est un engagement légal, et plus important encore, un engagement du cœur. « Vous voulez être notre papa pour de vrai ?» demanda Nelly, l'espoir et la peur mêlés dans sa voix. Calder croisa leurs yeux dans le rétroviseur. « Oui, pour de vrai. Pour toujours. Si vous voulez que je le sois. » Le sourire qui illumina les visages des jumelles fut comme le lever du soleil après la plus longue nuit. De retour au manoir, Calder passa le reste de la journée à réorganiser son emploi du temps, à passer des appels, à se préparer pour la bataille juridique à venir. Les filles restèrent près de lui, comme si elles craignaient que si elles s'éloignaient, la promesse de sécurité ne s'évanouisse. À la tombée de la nuit, tandis que les jumelles dormaient enfin après de nombreuses histoires et assurances de sécurité, Calder s'assit dans son bureau devant l'écran de son ordinateur, des listes interminables d'exigences d'adoption. Dans son esprit, une seule certitude, il ferait tout pour tenir sa promesse, car ces deux filles, que le destin avait placées sur son chemin par une froide nuit de Nouvel An, avaient comblé un vide qu'il ne savait même pas exister. Et maintenant, il était déterminé à se battre pour elles avec son cœur et toutes les ressources dont il disposait. La route serait longue et sans aucun doute pleine d'obstacles. Mais en regardant la photographie qui ornait maintenant son bureau, lui et les jumelles souriantes par un jour de neige, Calder Blake savait que c'était le combat le plus important de sa vie, et qu'il ne voulait pas le perdre. Une nouvelle aube. Le jour se leva gris et pluvieux, comme si le ciel partageait l'anxiété que Calder ressentait. Après 3 mois de préparation, de rapports, d'évaluations psychologiques et d'innombrables réunions avec les avocats, le jour de l'audience était enfin arrivé. « On va gagner ?» demanda Nelly alors que Calder ajustait le ruban bleu dans ses cheveux blonds. Les jumelles étaient vêtues de manière identique, robe bleu marine, chaussures vernis noir, ruban dans les cheveux. Elles ressemblaient à de petites écolières en route pour l'école, pas à des enfants dont l'avenir allait être décidé par des étrangers. « On fera de notre mieux », répondit Calder, essayant de paraître confiant malgré le nœud à l'estomac. « Le juge veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Et c'est de rester avec vous », déclara Ruby avec une simplicité qui fit mal au cœur à Calder. Le tribunal de la famille était moins intimidant que les salles d'audience des films. Pas de jury, pas de grande audience, juste une salle de taille moyenne avec le banc du juge, des tables pour les avocats et quelques rangées de bancs pour les parties intéressées et les témoins. Steven, l'avocat de Calder, l'attendait à l'entrée. Son visage habituellement impassible montrait des signes de tension, un rappel que malgré toutes les ressources et la préparation, rien n'était garanti. « Les Landry sont déjà là », l'informa-t-il à voix basse,
avec leur propre avocat. Calder hocha la tête, serrant légèrement les mains des filles. Ils avaient répété ce que l'audience allait être, expliqué qu'elles verraient leurs anciens parents nourriciers, mais qu'elles seraient en sécurité tout le temps. Pourtant, il sentit leurs petits doigts se crisper dans sa poigne. Quand ils entrèrent dans la salle d'audience, Calder vit immédiatement les Landry assis de l'autre côté. Madame Landry avait troqué ses cheveux roux délavés pour un brun plus discret, et tous deux portaient des vêtements visiblement neufs, une tentative évidente de paraître respectable devant le tribunal. Nelly et Ruby se rapprochèrent de Calder en voyant le couple, leur petit corps pressé contre ses jambes, tout comme au parc. Il les guida doucement vers leur siège, leur murmurant des mots d'encouragement. « Tous debout », annonça le huissier alors que le juge entrait, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse et des yeux attentifs. L'audience commença par des formalités légales. Le juge Olay expliqua le but de la session, déterminer la garde permanente des mineurs Nelly et Ruby Landry. Puis il invita les avocats à présenter leur déclaration liminaire. L'avocat des Landry prit la parole en premier, dressant le portrait d'un couple travailleur qui n'avait simplement pas les ressources pour offrir le luxe, mais qui aimait et prenait soin des filles du mieux qu'il pouvait. Il décrivit la fugue des enfants comme un malentendu et Calder comme un homme riche utilisant son argent pour s'acheter une famille. Steven riposta avec des faits, des rapports médicaux montrant des signes de malnutrition lorsque les filles avaient été trouvées, des évaluations psychologiques indiquant un traumatisme compatible avec la négligence et l'abandon lui-même. Les filles avaient été portées disparues pendant des jours sans que les Landry ne déposent même un rapport de police. Puis vint le temps des témoignages. Madame Landry fut la première à prendre la barre des témoins. Son visage était un masque de préoccupation maternelle qui ne correspondait pas aux doigts agités tripotant la sangle de son sac à main. « Nous aimons ces filles comme si elles étaient les nôtres », déclara-t-elle, une seule larme coulant stratégiquement sur sa joue. « Nous avons travaillé dur pour leur donner le meilleur que nous pouvions. Nous nous sommes bien occupés d'elles. Il n'y a jamais eu de cris. Elles n'ont jamais manqué de nourriture. » Son mari hocha la tête avec emphase depuis son siège comme si chaque mot était la vérité de l'Évangile. « Et pourquoi les filles se sont-elles enfuies, Madame Landry ?» demanda Steven lors du contre-interrogatoire. « Elles ont toujours été difficiles, » répondit-elle, jetant un rapide coup d'œil aux jumelles. « Elles inventent des histoires, vous savez. Elles ont une imagination très active. » Nelly serra la main de Calder si fort qu'il put sentir ses petits ongles dans sa peau. Ruby avait baissé la tête comme si elle voulait disparaître. Monsieur Landry suivit avec un témoignage similaire, des dénégations vagues, des accusations voilées contre les filles et une représentation de lui-même comme un travailleur infatigable qui ne voulait que le meilleur pour ses petites filles. Puis, à la surprise générale, Steven appela un témoin qui ne figurait pas sur la liste originale, Madame Elena Jenkins, une femme aux cheveux blancs avec une posture digne qui marchait à l'aide d'une canne. « Madame Jenkins, vous étiez la voisine des Landry, n'est-ce pas ?» demanda Steven après les formalités initiales. « Je le suis toujours », confirma la vieille dame. « J'ai vécu dans la maison d'Axe-en-Grave côté pendant 32 ans. Et vous connaissiez Nelly et Ruby ?» La femme sourit brièvement en direction des filles. « Bien sûr que oui. De belles filles, trop polies pour leur âge, si vous voulez mon avis. Trop polies. La façon dont les enfants deviennent quand ils ont constamment peur des adultes, précisa-t-elle, sa voix gagnant en fermeté. Elle disait toujours « Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi », comme si elle marchait sur des œufs. Avez-vous interagi fréquemment avec elle ? Plus que je n'aurais dû, répondit-elle, jetant un regard sévère vers les Landry. Je les ai nourries moi-même plus d'une fois. Elles venaient à ma porte quand le placard était vide. J'ai entendu des disputes constantes dans cette maison, des cris, des bouteilles cassées. Ces filles vivaient dans la peur. L'avocat des Landry s'objecta, affirmant que le témoignage était basé sur des impressions, pas des faits. Le juge permit à Madame Jenkins de continuer, mais lui demanda de s'en tenir à ce qu'elle avait directement vu. « Des faits », répéta la vieille femme, son indignation évidente. « Oh, le fait est que ces enfants se sont présentés à ma porte le ventre vide, tandis que l'argent du gouvernement allait à la bière et au paris. Le fait est que je les ai vues grelotter de froid parce qu'elles n'avaient pas de manteau correct en hiver. Le fait est que, quand elles ont disparu, les Landry ne sont pas venus me demander si je les avais vues avant 2 jours plus tard, et ils semblaient plus préoccupés par l'arrêt du chèque du gouvernement que par leur bien-être. » Un silence pesant tomba sur la salle après le témoignage de Madame Jenkins. Les Landry semblaient agités sur leur siège, évitant le contact visuel direct avec le juge. Enfin, ce fut le tour de Calder.
Alors qu'il s'asseyait à la barre des témoins, il sentit le poids du moment. Ce n'était pas seulement son avenir qui était en jeu, mais celui de 2 enfants qui lui avaient fait confiance alors qu'elle n'avait personne d'autre. D'une voix ferme, il raconta comment il avait trouvé les filles, l'état dans lequel elles se trouvaient et comment elles avaient complètement transformé sa vie et sa maison. Avant elle, je vivais dans un manoir vide. J'avais du succès professionnel, mais je rentrais chez moi dans un endroit sans vie, sans but au-delà du travail, confessa-t-il. Nelly et Ruby ont apporté la lumière, le bruit, le désordre et l'amour. J'ai appris à faire des crêpes en forme d'animaux, à construire des forts en oreiller, à comprendre la différence entre un dragon amical et un dragon méchant dans les histoires du soir. Un petit sourire apparut sur le visage du juge. Je ne dis pas que je suis parfait, continua Calder. J'apprends à être père tous les jours, mais j'aime ces filles comme si elles avaient été les miennes depuis le tout début. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles aient la sécurité, l'affection et les opportunités qu'elles méritent. Après les témoignages, le juge demanda une pause de 30 minutes pour examiner les preuves. L'attente fut angoissante. Calder, Nelly et Ruby attendirent dans une petite pièce latérale, les filles dessinant dans des carnets fournis par Steven. Calder alternait entre les allées et venues nerveuses et le fait d'essayer de paraître calme pour ne pas les effrayer. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'audience, le juge Olay garda une expression neutre alors que tout le monde s'installait. Puis il regarda directement les jumelles. Nelly et Ruby, appela-t-il doucement. Voulez-vous dire quelque chose avant que je ne prenne ma décision? Les filles se regardèrent, cette communication silencieuse que Calder connaissait si bien. Ce fut Nelly qui se leva la première, tirant sa sœur par la main. On veut juste rester avec Calder, dit-elle simplement. Il prend vraiment soin de nous, hocha la tête Ruby, ajoutant de sa voix douce, et on l'aime. Les mots, si simples et directs, firent monter les larmes aux yeux de Calder. Le juge hocha gravement la tête, remercia les filles, puis annonça sa décision. Sur la base des preuves présentées et dans l'intérêt supérieur des enfants, j'accorde la garde provisoire de Nelly et Ruby à M. Calder Blake avec la recommandation que le processus d'adoption se poursuive normalement. Les Landry protestèrent, mais le juge fut ferme. De plus, j'émets une ordonnance restrictive interdisant aux Landry de s'approcher à moins de 500 mètres des enfants ou de M. Blake. En quittant le palais de justice sous un ciel maintenant éclairé par un soleil timide perçant les nuages, Ruby tira sur la manche de la veste de Calder. « C'est pour toujours maintenant », demanda-t-elle, ses yeux verts fixés sur les siens, cherchant la vérité que seuls les enfants peuvent voir. Calder s'agenouilla, se mettant à leur niveau. « Il nous reste encore quelques étapes à franchir », expliqua-t-il honnêtement. « Mais oui, Ruby. Maintenant c'est pour toujours. » Les jumelles sourirent. Et à ce moment-là, sous le soleil qui finissait par vaincre la pluie, Calder sut qu'il avait trouvé le vrai sens de la famille. Un dimanche ordinaire et extraordinaire. Le soleil printanier filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, créant des flaques dorées sur le plancher en bois. Calder surveillait les crêpes dans la poêle, attendant le moment exact où les bords commençaient à dorer avant de les retourner. À côté de lui, Ruby comptait soigneusement les gouttes d'extrait de vanille tombant dans la pâte à gâteau que Nelly mélangeait dans un grand bol. « C'est bon ?» demanda Nelly, soulevant le fouet pour montrer la consistance de la pâte. Calder se pencha pour évaluer. « Parfait. Maintenant, on peut la mettre dans le moule. » C'était un dimanche ordinaire, le premier dimanche après l'adoption officielle, finalisé le vendredi avec la signature des derniers documents. 8 mois après avoir trouvé 2 petites filles affamées dans une gare, Calder Blake était officiellement père. Il n'y avait rien d'extraordinaire ce matin-là, pas de célébration élaborée, pas d'événement spécial prévu, juste un petit déjeuner tranquille, la préparation d'un simple gâteau au chocolat et de vagues projets pour le reste de la journée. Et c'est exactement ce qui rendait tout cela si spécial. « Je peux lécher la cuillère ?» demanda Ruby, tendant déjà la main vers l'ustensile couvert de pâte. « Partage avec ta sœur », lui rappela Calder, transférant les crêpes dans une assiette. Les filles s'assirent à la table de la cuisine, chacune avec la moitié de la cuillère de pâte, leur visage affichant des expressions identiques de satisfaction. Calder servit les crêpes, coupa des fruits frais pour les accompagner et les rejoignit avec sa tasse de café. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» demanda Nelly entre les bouchées. « Rien de spécial », répondit Calder. « Peut-être jouer à ce nouveau jeu qu'on a acheté. Et il faut faire la lessive. »« On peut l'étendre dehors ?» suggéra Ruby. Madame Mitchell a dit que les vêtements séchés au soleil sentent comme des nuages. Calder sourit, se souvenant de la gentille maîtresse des filles,
devenue une présence constante dans leurs conversations depuis qu'elles avaient commencé l'école il y a 3 mois. Bien sûr, on peut. Je pense que c'est une journée parfaite pour l'odeur des nuages. Après le petit déjeuner, tandis que le gâteau cuisait au four, remplissant la maison de l'odeur de chocolat, tous les 3 s'assirent dans le salon. Le jeu de société, une version simplifiée du Monopoly, adaptée à l'âge des jumelles, était étalé sur le tapis. Les règles furent expliquées, les pions choisis, et la compétition amicale commença. J'ai acheté la marchande de glace, célébra Nelly, plaçant une petite maison en plastique sur sa nouvelle propriété. Et j'ai eu le parc d'attractions, répondit Ruby, également fière de son acquisition. Calder, qui jouait plus pour perdre que pour gagner, ne put s'empêcher de sourire à l'enthousiasme des filles. Leur rire lorsqu'il atterrissait en prison ou devait payer des impôts, remplissait la pièce, se mêlant au cliquetis des dés et au glissement des cartes colorées. La minuterie de la cuisine sonna, annonçant que le gâteau était prêt. Les 3 silhouettes allèrent ensemble le sortir du four, une petite procession devenue un rituel les jours de pâtisserie. « Il est parfait », déclara Nelly, observant le gâteau au chocolat doré, exhalant une vapeur parfumée. « Il faut attendre qu'il refroidisse avant de le glacer », leur rappela Calder, plaçant le gâteau sur une grille. Pendant qu'ils attendaient, ce fut le moment de la tâche suivante, la lessive. La buanderie, autrefois un espace presque décoratif dans le manoir de Calder, était maintenant utilisée quotidiennement. Nelly et Ruby aidaient à trier les vêtements par couleur, une compétence qu'elles prenaient très au sérieux. « C'est rose clair. Ça va avec les clairs ou les couleurs ?» demanda Ruby, brandissant un t-shirt. « Ça dépend de la nuance de rose », répondit Calder, faisant semblant d'analyser la question en profondeur. « Qu'en pensez-vous » Après une sérieuse délibération, le t-shirt fut classé comme couleur et placé dans la pile appropriée. La machine à laver fut chargée, le détergent mesuré et le cycle démarré. Le soleil étant maintenant haut dans le ciel, c'était le moment idéal pour étendre les vêtements déjà lavés sur la corde à linge dans le jardin. Calder avait installé la corde à linge 2 semaines auparavant seulement, après de multiples demandes des jumelles. Jusque-là, le sèche-linge automatique avait suffi, mais les filles étaient déterminées à expérimenter la soi-disant odeur des nuages. Dans le jardin, Calder donna à chacune un petit panier avec des vêtements humides et des pinces à linge colorées. Il leur apprit à secouer les articles avant de les étendre, à utiliser 2 pinces par article et à laisser de l'espace entre les vêtements pour que le vent circule. Les langues des filles dépassaient de concentration alors qu'elles exécutaient la tâche avec un sérieux absolu. Leurs mouvements étaient maladroits, et certaines pièces durent être réajustées par Calder. Mais la fierté sur leur visage lorsqu'elles eurent terminé était inestimable. « On a bien fait ?» demanda Ruby, regardant la collection de vêtements se balancer doucement dans la brise. « Parfaitement bien », confirma Calder, ébouriffant affectueusement leurs cheveux blonds. De retour dans la cuisine, le gâteau était assez froid pour être glacé. Le glaçage au chocolat fut préparé et généreusement appliqué, les filles insistant pour ajouter des vermicelles colorées sur le dessus, plus que ce qui serait considéré comme élégant, mais exactement la bonne quantité de joie. Le déjeuner fut simple, des sandwichs préparés ensemble, du jus d'orange frais, bien sûr, de généreuses tranches de gâteau au chocolat pour le dessert. Assis à la table de la cuisine, ils parlèrent de tout et de rien, les cours de la semaine à venir, le livre qu'ils lisaient ensemble avant le coucher, les projets pour les vacances d'été qui approchaient. Après le déjeuner, dans le calme qui suit un repas satisfaisant, Calder regarda les filles dessiner à la table du salon. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant leurs cheveux blonds. Tout autour, la maison qui n'était autrefois qu'une coquille vide débordait maintenant de vie, des dessins sur les murs, des jouets dans les coins, des livres empilés sur les tables, des vêtements colorés se balançant dans le jardin. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la corde à linge avec des vêtements dansant dans la brise. Dans la cuisine, l'odeur du gâteau au chocolat persistait. Dans le salon, le jeu de société attendait, prêt à être repris. Et là, devant lui, 2 petites filles qu'il appelait papa dessinaient, fredonnant doucement une chanson apprise à l'école. C'était un dimanche ordinaire, un dimanche comme les autres, et pourtant extraordinaire dans sa simplicité, dans sa complétude. C'est ça, pensa Calder, sentant une profonde paix s'installer dans sa poitrine. C'est ça, la maison. Une nouvelle sœur. Calder fixait le téléphone dans sa main depuis presque 10 minutes. Les numéros étaient déjà composés, le contact d'Amanda, son ex-femme, mais son doigt hésitait sur le bouton d'appel. Les appels vidéo avec Ivy étaient devenus de plus en plus rares ces derniers mois, remplacés par de brèves conversations distantes. La culpabilité pesait sur ses épaules,
Absorbé par la nouvelle dynamique avec les jumelles, il avait laissé la relation avec sa fille biologique s'estomper encore plus. Nelly et Ruby savaient qu'Ivy existait. Bien sûr, elles avaient vu des photos, entendu des histoires, et même demandé quand elles la rencontreraient. Leur curiosité pour l'autre fille de Calder grandissait chaque jour. « Vous devez appeler papa », avait dit Nelly la veille au soir avec la sagesse surprenante de ses 5 ans. « Sinon, comment allons-nous rencontrer notre sœur ?» Ce mot, « sœur », avait été le catalyseur. Avec un profond soupir, Calder appuya finalement sur le bouton d'appel. « Calder !» La voix d'Amanda sonna surprise à l'autre bout du fil. « Il y a un problème ? » « Non, non, aucun problème », se dépêcha-t-il de répondre. « En fait, je me demandais si Ivy pouvait passer un week-end ici avec moi. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus en personne. » Il y eut un moment de silence, et Calder put presque sentir l'hésitation d'Amanda. « J'ai entendu dire que vous aviez adopté des enfants, » dit-elle finalement. « Oui, confirma-t-elle. 2 filles, des jumelles, Nelly et Ruby. Ivy en a parlé lors de notre dernier appel vidéo. Elle semble curieuse. J'aimerais qu'elle les rencontre, dit Calder, sentant la vulnérabilité dans sa propre voix. Elles ont le même âge. Je pense qu'elles pourraient bien s'entendre. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, à sa surprise, Amanda soupira. Je pense que ce serait bon pour elle. Ivy demande de vos nouvelles plus qu'elle ne le laisse paraître. Et je suis heureuse que vous ayez trouvé quelque chose qui semble vous faire du bien, Calder. Ils réglèrent les détails. Amanda amènerait Ivy le week-end suivant. Calder raccrocha le téléphone, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Quand il se retourna, il fut accueilli par 2 paires d'yeux vers le regardant attentivement depuis l'encadrement de la porte du bureau. « Elle vient ?» demanda Ruby, presque en chuchotant. « Oui », confirma-t-il avec un sourire. « Ivy vient nous rendre visite le week-end prochain. » Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Les jumelles insistèrent pour que tout soit parfait pour l'arrivée d'Ivy. Elles nettoyèrent leurs jouets, organisèrent la chambre d'amis où elle dormirait, et firent même des dessins de bienvenue à accrocher à la porte. « Et si elle ne nous aime pas ?» demanda Ruby la nuit précédant la visite, alors que Calder l'abordait. « Elle va vous adorer », l'assura-t-il, bien qu'il ressentît la même appréhension. « Donnez-lui juste un peu de temps, d'accord ? Ivy peut être un peu timide au début. » Le samedi matin, le manoir était un mélange d'excitation et de nervosité. Les jumelles avaient choisi leur tenue préférée, des robes assorties, une bleue et une verte, mais dans le même style. Calder vérifia pour la 10e fois que tout était en ordre. La chambre d'Ivy préparée, le réfrigérateur rempli de ses collations préférées, les jeux qu'elle aimait disposer dans le salon. Quand la sonnette retentit à 10 heures précises, tout le monde se figea un instant. « Elles sont là », annonça Calder, essayant de garder sa voix ferme. Allons-y, Nelly et Ruby se positionnèrent stratégiquement derrière lui, s'accrochant à ses jambes alors qu'il ouvrait la porte. Amanda était là, aussi élégante et posée que jamais, une main sur l'épaule d'Ivy. La fillette avait grandi depuis que Calder l'avait vue en personne, il y a presque 6 mois. Ses cheveux bruns étaient plus longs, et ses yeux, si semblables aux siens, le regardaient avec un mélange de nostalgie et d'incertitude. « Salut, princesse », dit-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Ivy hésita une seule seconde avant de courir dans ses bras. « Papa !» L'étreinte dura plusieurs secondes, Calder absorbant l'odeur enfantine des cheveux de sa fille, la texture de son cardigan en laine, la chaleur de son petit corps contre le sien. Quand ils se séparèrent enfin, Ivy regarda curieusement les 2 silhouettes partiellement cachées derrière son père. « Tu dois être Ivy, » dit Nelly, s'avançant avec sa confiance caractéristique. « Je suis Nelly et voici ma sœur Ruby. » Ruby offrit un salut timide, ses grands yeux étudiant la nouvelle venue avec intérêt. « Vous êtes vraiment des jumelles, » observa Ivy, les regardant l'une après l'autre. « Comment je fais pour vous différencier ? » « Je parle plus, » expliqua simplement Nelly, et Ruby dessine mieux. Calder et Amanda échangèrent un regard par-dessus la tête des enfants, un moment de compréhension mutuelle qu'ils n'avaient pas partagé depuis longtemps. « Je vous laisse alors, » dit Amanda après avoir rapidement énuméré les instructions habituelles. Médicaments contre les allergies, heure du coucher, restrictions alimentaires. Quand la porte se referma, les 4 se tinrent dans le hall d'entrée. Un silence momentané planait sur eux. « Tu veux voir notre chambre ?» proposa Nelly, brisant la glace. « On a une collection de licornes. » Le visage d'Ivy s'illumina. « Des licornes ? J'en collectionne aussi. »
Et juste comme ça, comme seuls les enfants le peuvent, la barrière initiale commença à s'effondrer. Les trois filles montèrent les escaliers avec Ivy au milieu, discutant déjà des couleurs et des pouvoirs spéciaux de leur licorne préférée. Calder les suivit, gardant une distance respectueuse. Il regarda depuis l'encadrement de la porte les jumelles montrer fièrement à Ivy leur chambre, les jouets, les livres, les tableaux sur le mur. « C'était ma chambre avant », commenta Ivy, regardant autour d'elle. Calder sentit une pointe au cœur, craignant une réaction négative. Mais ensuite, Ivy sourit. Elle est plus jolie maintenant. Il y a plus de trucs amusants. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Les filles, initialement séparées par une subtile barrière de timidité, se rapprochèrent progressivement. Elles jouèrent à la maison, dessinèrent ensemble à la grande table du salon et explorèrent le jardin à la recherche de trésors magiques. Des pierres colorées, des feuilles intéressantes et l'occasionnel insecte fascinant. Pendant le déjeuner, Calder les regarda avec émerveillement alors que les trois discutaient avec animation, comme si elles s'étaient toujours connues. Ivy leur raconta son école à Boston, le chien que son beau-père avait adopté et les cours de ballet qu'elle prenait. « Tu sais danser le ballet ?» demanda Ruby, les yeux écarquillés d'admiration. « Un peu » répondit Ivy, soudain timide. « Je peux vous montrer plus tard. » Dans l'après-midi, les filles décidèrent de fabriquer des bracelets d'amitié. Calder leur fournit des fils colorés, des perles et de petits charmes qu'il avait achetés spécialement pour l'occasion. Assis sur le canapé, il fit semblant de lire un livre tout en observant secrètement l'interaction des trois autour de la table basse. Ivy, étonnamment, assuma le rôle de professeur, montrant aux jumelles comment tisser les fils selon des motifs spécifiques. Ses petites mains guidaient doucement les autres, corrigeant si nécessaire et louant leur progrès. « Celui-ci est pour toi », dit Ruby en terminant son premier bracelet, le tendant à Ivy. Il était simple, avec des fils bleus et verts tressés irrégulièrement, mais fait avec tant de soin que sa valeur était incommensurable. Ivy regarda le bracelet avec une appréciation sincère. « Il est magnifique. Je le porterai toujours. » Elle le mit immédiatement à son poignet, le montrant avec fierté. « Maintenant, on est des amis officiels. »« Pas seulement des amis, » corrigea Nelly. « Des sœurs ?» Le mot resta en suspens un instant. Ivy regarda Calder comme si elle cherchait une confirmation. « Est-ce que ce sont mes sœurs ?» demanda-t-elle, sa voix petite et hésitante. Calder ferma son livre et s'approcha, s'asseyant par terre avec elle. « C'est à vous de décider », répondit-il prudemment. « Les familles peuvent prendre de nombreuses formes différentes. » Ivy fronça les sourcils, traitant l'information. Puis, lentement, un sourire commença à se dessiner sur son visage. « Papa, est-ce qu'elles peuvent être mes sœurs pour de vrai ?» La question, si sincère et pleine d'espoir, serra quelque chose dans la poitrine de Calder. Il regarda les trois visages tournés vers lui, Ivy avec son expression avide, Nelly pratiquement vibrante d'anticipation, Ruby avec de grands yeux pleins d'espoir. « Si vous voulez qu'elles le soient, elles le sont déjà, » répondit-il, sentant l'émotion lui couper la voix. Les trois filles échangèrent des regards comme pour sceller un pacte silencieux. Puis, simultanément, elles se jetèrent sur Calder dans une accolade de groupe qui faillit le faire tomber. Le reste de la journée se passa dans une harmonie que Calder n'avait jamais imaginée possible. Les filles parlaient, riaient, se disputaient occasionnellement sur les règles du jeu pour se réconcilier quelques minutes plus tard. Elles étaient des enfants qui étaient des enfants, sans le poids des circonstances qui les avaient réunis, sans les ombres du passé. Le soir, après un dîner bruyant de pizza maison qu'ils avaient préparé ensemble, Calder suggéra une séance photo. « Il faut immortaliser ce moment », expliqua-t-il, arrangeant les filles sur le canapé. Il installa l'appareil photo sur un trépied, ajusta le retardateur et courut se positionner derrière le canapé, une main sur l'épaule d'Ivy, l'autre sur celle de Ruby, avec Nelly au milieu. « Dites famille », leur demanda-t-il. « Famille », crièrent les trois à l'unisson, de grands sourires illuminant leurs visages. Le dimanche après-midi, tandis qu'Ivy montrait aux jumelles comment faire une étoile en origami, Calder se glissa dans son bureau. Il connecta l'appareil photo à son ordinateur, sélectionna la meilleure photo de la séance impromptue et l'envoya imprimer sur un cadre numérique qu'il avait commandé des semaines auparavant, mais n'avait jamais eu le courage d'utiliser. Lorsque l'impression fut prête, il resta quelques minutes à regarder l'image. Les voici, lui au centre, avec Ivy, Nelly et Ruby blotties autour de lui, toutes souriantes comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance à ce moment-là. Et vraiment, rien n'en avait. Avec le cadre en main, il retourna au salon où les filles jouaient toujours. Sans un mot, il se dirigea vers le mur principal,
un espace qui était toujours resté vide malgré les décorateurs et les suggestions au fil des ans. Avec des mouvements précis, il accrocha le tableau en plein centre. Les filles arrêtèrent de jouer, le regardant avec curiosité. « C'est notre famille maintenant ?» demanda Ruby, s'approchant pour mieux voir la photo. Calder hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Oui, ça l'est. » Ivy les rejoignit, regardant la photo avec une expression de contentement que Calder n'avait pas vue sur son visage depuis longtemps. « Maintenant, la maison a tout à nouveau, » déclara-t-elle. Même une photo de tout le monde. Nelly et Ruby se tinrent à côté d'Ivy, toutes trois contemplant la photographie comme si c'était un trésor précieux. Calder recula d'un pas, observant le tableau vivant, ces trois filles, si différentes et pourtant si connectées. Quand Amanda vint chercher Ivy en fin d'après-midi, les adieux furent marqués par des étreintes serrées, des promesses d'appels fréquents et des projets pour la prochaine visite. Ivy s'accrocha à Nelly et Ruby comme si elle ne voulait pas les quitter, et les jumelles lui rendirent l'appareil avec la même intensité. « Je reviendrai bientôt », promit Ivy avant de monter dans la voiture de sa mère, le bracelet de Ruby toujours fermement à son poignet. Tandis que la voiture s'éloignait avec Ivy faisant un signe de la main depuis la vitre arrière, Calder ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les jumelles lui tinrent les mains, une de chaque côté, saluant jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue. De retour à la maison, l'absence d'Ivy était perceptible, mais pas douloureuse comme auparavant. Il y avait un sentiment de continuité, d'une connexion qui perdurait même dans la séparation physique. Cette nuit-là, après avoir couché les jumelles, Calder se tint à nouveau devant la photographie sur le mur du salon. La maison, autrefois si vide qu'elle résonnait de ses pas solitaires, semblait maintenant respirer avec des souvenirs nouvellement créés, des rires au petit déjeuner, des secrets chuchotés entre sœurs, des bracelets d'amitié faits avec amour enfantin. « Je n'ai pas remplacé ma fille, » pensa-t-il, touchant doucement l'image d'Ivy sur la photographie. « J'ai juste laissé mon cœur grandir. » Et finalement, après des années de succès professionnel mais d'échecs personnels, de richesse matérielle mais de pauvreté émotionnelle, Calder Blake se sentit de nouveau entier. Non pas parce qu'il avait tout, mais parce qu'il avait assez. Il avait une famille. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.